Bonjour, je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leurs combats, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. Et je me suis dit, mais avec toutes ces personnes qui pensent comme moi, même s'il y a des petites divergences à la marge, mais globalement, tous ensemble, là, forcément, cette masse, on va y arriver. Et puis, au fil du temps, au fil des actions menées, on se rend compte que on n'arrive pas à mobiliser. On n'arrive pas à mobiliser dans nos actions, on n'arrive pas à mobiliser les citoyens dans nos actions, on n'arrive pas à mobiliser les citoyens pour voter pour nous. Et ça pose question. Virginie est à la fois écologiste, écologue et militante. Son histoire avec l'écologie oscille entre le désespoir, la tristesse et la colère, ainsi que la joie, le bonheur et l'espoir. Grâce à son métier d'inspectrice de l'environnement, spécialiste de la préservation de la biodiversité, elle met à disposition ses valeurs et ses connaissances pour que la société délaisse le chaos imminent et choisisse le renouveau par le changement. Je vous laisse en compagnie de Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Amélie. Alors, la première question, c'est quel est ton sentiment là maintenant quand j'évoque l'écologie ? Alors mon sentiment, déjà c'est plus des pensées qui me viennent, pas trop des sentiments, même si j'ai un rapport plutôt spirituel à la nature, c'est plus des pensées. Il y a un peu de désespoir. Il y a, en ce moment, c'est plus des pensées pas très très optimistes. Une sorte de désarroi en fait. Voilà, c'est plus ça. Voilà, du coup, c'est des sentiments, effectivement. C'est par rapport à des questionnements que tu peux avoir ou par rapport à des réponses que tu trouves pas ? C'est par rapport à des réponses que je ne trouve pas, que je cherche depuis 30 ans et que je ne trouve pas. Et je cherche partout, en fait. Je cherche partout. Je cherche dans ma vie personnelle, je cherche dans le monde professionnel, je cherche dans le monde politique, je cherche dans la spiritualité, je cherche partout et je ne trouve pas. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond. Si. Toi, aujourd'hui, comment tu te présenterais sous le prisme de l'écologie ? Alors, je dirais que je suis écologiste depuis que j'ai 12 ans. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Que je suis écologue depuis mes 25 ans à peu près. Peut-être même un peu plus tôt. Et militante politique écologiste depuis 3 ans. Voilà. Donc ma présentation, c'est qui je suis dans ce monde-là. Après, je pourrais être plus complète, mais je pourrais développer beaucoup. Je te laisse m'interroger. Qu'est-ce qui s'est passé comme déclic à 12 ans pour que tu te dises, que tu te sentes aussi proche de l'écologie ? Alors, en fait, je regardais beaucoup de reportages
Et un jour, je suis tombée sur un reportage, je crois que c'était sur la Syrie, un conflit sur l'eau entre la Syrie et la Turquie. Je crois que c'est ça. Et bon, à 12 ans, je ne comprenais pas tout, mais apparemment, il y avait une bataille politique qui risquait de mener à un conflit armé pour l'utilisation du fleuve. Et comme je regardais beaucoup de reportages divers et variés, aussi sur les animaux, j'aimais bien les animaux, en fait, j'ai fait le lien entre plusieurs choses. Et je me suis dit, je vais connaître la guerre de l'eau en France. C'est quelque chose que je vais connaître au cours de ma vie, le conflit violent pour l'eau. Et ça a été un déclic. Ouais. C'est la première fois que je me suis penchée sur l'écologie, c'était à ce moment-là. Voilà. Et quelles sont les actions mises en place par une petite fille de 12 ans? Alors, dans une famille pas du tout ouverte à ça, c'est beaucoup de discussions. Forcément, j'avais énormément de questions auxquelles ma famille n'avait pas de réponse, puisqu'ils n'étaient pas du tout intéressés par l'écologie ou par la nature en général. Donc, c'était des questions. J'ai trouvé des réponses techniques, on va dire, toutes seules. Mais après, c'était clairement en discuter autour de moi. J'ai vite compris que mes amis n'allaient pas pouvoir m'apporter de réponse non plus ou ne comprenaient pas le problème non plus. Donc mon action, c'était plus au sein de ma famille, au sein des personnes les plus proches de moi, d'essayer de sensibiliser, déjà à 12 ans, sensibiliser au problème, parce que je voyais bien qu'en face de moi, mes parents ne comprenaient pas que c'était grave, quoi. Pour moi, c'était grave, il allait se passer quelque chose d'horrible. Voilà, c'était déjà l'éco-anxiété. Et donc, j'essayais de leur faire comprendre ça pour que aussi, probablement, pour qu'ils m'aident en retour à plus être stressés par cette question-là. Voilà, mais ils n'avaient pas les réponses. Tu t'es sentie seule? Je me suis sentie assez isolée, et même par la suite, quand je me suis intéressée à la biodiversité. Enfin, à chaque pas que j'ai fait, c'était dans le milieu dans lequel j'étais, c'était un pas un peu précurseur, on va dire. Pas précurseur pour l'avancée des connaissances en général, mais pour mon petit milieu, c'était précurseur. Et donc, je me suis toujours sentie seule là-dedans. Même après, quand j'ai fait mes études en écologie, on a parlé de développement durable, etc. Mais moi, je me sentais déjà seule à me dire, mais le développement durable, ça ne fonctionnera pas ou ça ne fonctionne pas. C'est déjà dépassé. Dans ma vie professionnelle, c'est pareil. Enfin, voilà, je me suis toujours sentie un peu seule dans mes prises de conscience. Écologiste. Après, tu dis que tu as été écologue à 25 ans. Oui. Quel a été ce nouveau déclic à 25 ans qui a... Alors, en fait, c'est surtout à 16 ans, bon, j'ai voulu m'intéresser à la biodiversité, donc j'ai su que j'allais en faire mon métier. Et j'ai orienté mes études dans l'étude et la protection de la gestion de la biodiversité. Et j'ai terminé mon cursus à 24-25 ans. Voilà. Donc c'est là que je peux me dire écologue, parce que je commençais à avoir des connaissances scientifiques et techniques suffisantes pour pouvoir discuter avec des professionnels de ce monde-là, en n'étant pas du tout larguée et en pouvant faire des propositions concrètes. Et même dans ces moments-là, tu t'es sentie seule, malgré le fait que tu sois avec des gens qui font les mêmes études que toi, donc qui pourraient avoir un peu les mêmes idées, les mêmes envies. Parler ensuite avec des experts. Tu as commencé à trouver des alliés ou encore une fois, tu t'es sentie seule? Il y a deux aspects. Ce qui était délicat à ce moment-là, déjà, c'est que c'est un milieu qui, malgré ce qu'on pourrait penser, est vraiment quand même dans l'image, dans l'ego, dans
moi, je suis un meilleur ornitho que toi, enfin, ce genre de choses. Et je trouvais ça tellement décalé avec l'objectif. Ça enlevait de la pureté et du sens à mon engagement, moi, à ce pourquoi j'avais choisi de me diriger vers cette carrière-là. Donc j'étais assez choquée dans un premier temps et désabusée par la suite de me dire mais on est là pour travailler tous ensemble à un objectif plus grand que nous et finalement c'est les petits égos personnels là, qui sont en train de se battre et de prendre notre énergie. Donc du coup j'avais l'impression d'être la seule à avoir ce sentiment-là. Et là, je me sentais seule. Je me sentais seule à ce niveau-là. L'autre aspect, c'est un aspect plus technique et politique, scientifique. Enfin, tout ça se mélange. C'est-à-dire que je comprenais pas comment on pouvait être scientifique sans avoir ou ingénieur. Enfin, voilà, travailler dans l'ingénierie de la biodiversité sans avoir cette dimension politique. Parce que pour moi, c'était complètement inconcevable. Et d'ailleurs, je voyais que, en tout cas, je pensais que les gens s'auto-censuraient. Et je le pense, enfin, aujourd'hui, je le vois. Les gens s'auto-censurent. Les scientifiques, même, se sont longtemps auto-censurés pour pouvoir être entendus des politiques et même d'autres scientifiques du milieu. Parce que ça pouvait être mal vu de remettre en question ne serait-ce que le concept de développement durable, par exemple, ou le principe de gestion de la biodiversité, par exemple. Est-ce que vraiment on doit gérer la biodiversité ? Est-ce que vraiment l'homme doit avoir un rôle à jouer là-dedans ? Alors oui, il l'a détruit, ça c'est indéniable. Mais comment on choisit ce qu'on restaure et ce qu'on ne restaure pas ? Enfin, ça, c'est des questions qui maintenant sont déjà un peu dépassées parce que les professionnels se la posent, etc. Mais à l'époque, et même il y a encore 10 ans, un peu moins de 10 ans, je me suis sentie seule sur ces aspects-là de questionnement scientifique, d'éthique scientifique. Comment un scientifique peut s'auto-censurer dans un objectif de politiquement correct ? Pour moi, ça n'avait pas de sens. Et autour de moi, j'avais l'impression d'être la seule à penser de cette façon-là. Voilà, j'espère être claire. Ouais. Tu penses que la parole, elle s'est libérée depuis quelque temps des scientifiques ? Oui, très très peu de temps. Très très peu de temps. Je pense que par exemple, le fait que le GIEC aussi dise un peu plus les choses ouvertement et ne laisse plus ces rapports être manipulés par les médias mainstream. Je pense que ça joue. Et je crois aussi que cette ouverture-là, elle vient du bas, entre guillemets, en tout cas de la masse de la population qui commence un tout petit peu à prendre conscience des choses. Ce qui permet aux scientifiques de se dire, mais en fait, le monde, je ne vais peut-être pas dire le monde politique, mais les politiques au gouvernement peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Finalement, le peuple est en train de comprendre des choses. Et moi, mon rôle en tant que scientifique, c'est de dire ce que je sais et de dire que c'est une connaissance en évolution. Et voilà, et finalement, je pense que oui, la parole des scientifiques se libère un peu plus des chercheurs que des ingénieurs. Même si il ne faut pas être dupe du fait que les chercheurs ont besoin de crédits, ont besoin de financement, et que les financements, c'est l'État qui les donne. Voilà. Donc, c'est un cercle, quoi. Voilà. Après, tu as dit que tu as passé une autre étape il y a 3 ans pour devenir militante. Qu'est-ce qui t'a fait passer cette nouvelle étape ?
Alors déjà, c'est la prise de conscience de l'inutilité de mon métier, qui reste pour moi le plus beau métier du monde, je tiens quand même à le dire. Et je n'ai pas vu une seule chose évoluer en 15 ans de carrière. Pas une seule. Les personnes de ma génération qui ont le même temps de carrière que moi disent la même chose. J'ai même un copain qui travaille dans une réserve naturelle depuis 17 ans. Et là, il vient d'arrêter, il vient de partir. Il me dit, je suis dégoûtée, je peux plus, je ne veux même plus travailler dans la protection de la biodiversité, je ne veux plus. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça où tu te dis, en fait, j'ai bossé pour essayer de faire évoluer les choses en matière de transition écologique et en fait, ça a servi à rien? Oui. Oui, je suis complètement désabusée. En fait, j'ai toujours vécu pour mon métier. Je pense mon métier la journée, la nuit, en vacances, avec les amis. Voilà. Donc j'ai toujours vécu pour ça. Et en fait, on a toujours été bloqués politiquement, on a toujours été bloqués par la hiérarchie. Là, je suis en train de sortir d'un devoir de réserve, mais c'est pas très grave. On nous demande de ne pas agir. Mon métier, c'est principalement de la police de l'environnement. Enfin, ça serait censé être ça. Et on nous demande de ne pas exercer notre métier, mais de sensibiliser, ce qui ne sert à rien, enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est qu'il faut qu'il y ait tous les corps de métier, et on sait que sans police, ça ne fonctionne pas. En réalité, on nous demande des chiffres qu'on renvoie à l'Europe ou même à des niveaux inférieurs, indiquant le temps de travail qu'on a passé à effectuer des contrôles, donc à vraiment protéger l'environnement. Et moi, on m'a demandé de truquer ces chiffres. C'est-à-dire que de la police de l'environnement, on n'en faisait pas. On n'en faisait pas parce que localement, politiquement, on nous a demandé de ne pas le faire. Voilà. C'était quelque chose de douloureux à admettre, mais je voulais m'intégrer dans ma sphère professionnelle, donc j'ai suivi la directive. Et on m'a demandé de mentir sur les chiffres, et la première année, j'ai dit non, en fait, je ne peux pas, ça ne correspond pas à mon éthique. Et ensuite, j'ai vu que les rapports de travail étaient vraiment très, très tendus, donc j'ai fini par céder, et je l'ai fait. Mais ça, c'était tellement douloureux pour moi, et j'étais tellement déçue de moi, que je me suis dit, il faut que je trouve autre chose, en fait. Il faut que je puisse agir différemment. Et en réalité, quand on nous demande ces chiffres-là et qu'on nous demande de ne pas les réaliser en réalité, la question, elle est juste politique. C'est la volonté politique d'agir ou pas. Et donc, la peur politique associée, clairement. Et là, je me suis dit, mais la seule façon, en fait, c'est d'aller dans le politique. La seule façon d'aller au-delà de ça, c'est militer et d'avoir des élus écologistes qui comprennent qu'on n'aura beau mettre dans des tableaux qu'on a fait 20% de police de l'environnement, si on n'a pas fait les 20%, mais la réalité, c'est que la protection sur le terrain, elle n'a pas été faite. Ça s'appelle du greenwashing. Ça s'appelle une vaste opération de communication gouvernementale. Voilà. Soyons clairs. Et donc, je me suis retrouvée dans une position où j'avais le sentiment, et je l'ai toujours, de servir de caution, d'image à des élus qui, en réalité, n'agissent pas et n'ont pas la volonté d'agir. Ils veulent juste faire semblant et dire « Regardez, j'ai créé cet établissement, regardez, j'ai fait ci, regardez, j'ai organisé tel sommet de l'océan. » Voilà. Mais en réalité, derrière, c'est du vide. Il ne se passe rien. On met des chiffres dans des tableaux. Donc, engagement politique pour ma part, déjà au moment des municipales, parce qu'il faut commencer, par la base pour comprendre comment ça fonctionne. Et après, j'ai essayé de comprendre au niveau territorial comment ça s'organisait, comment s'organise un parti, les limites, les moyens d'action. C'est différent d'une association, ça ne fonctionne pas de la même façon. On ne peut pas tout faire non plus.
surtout dans un parti comme le parti écologiste, le parti du coup Europe Écologie Les Verts, qui n'est pas le seul parti écologiste, mais qui est celui pour lequel je milite. Un parti hyper démocratique dans son fonctionnement interne. Et donc, ça met forcément plus de temps à l'action sur certaines choses. Voilà. Mais ça a été mon déclic pour répondre. Pour revenir sur ta question initiale, mon déclic, c'est ça. Je sers de caution et le problème vient du politique. Donc, il faut que j'aille dans le politique si je veux pouvoir agir. Il faut que je devienne le politique pour pouvoir... soit que je devienne le politique, soit que je soutienne le politique, que j'apporte mon aide. Là, en 3 ans, par exemple, sur certains dossiers, j'ai déjà pu expliquer des questions techniques à certains élus qui, sur certains points, n'avaient pas cette connaissance-là. Ou alors j'ai pu les orienter sur telle ou telle autre recherche. Voilà, donc c'est sans devenir moi-même, entre guillemets, tête d'affiche, parce que je ne suis pas certaine non plus d'avoir ce courage-là. L'avenir le dira, mais j'en suis pas sûre. Parce qu'on se fait quand même beaucoup taper dessus. Hein. Donc il faut vraiment avoir du courage. Mais en tout cas, participer à ça, participer à l'élaboration des stratégies, participer à l'élaboration des discours, à l'écriture des amendements, aux points techniques, à l'écriture des programmes, poser des questions, essayer de comprendre pourquoi notre discours n'est pas entendu, alors qu'il est, j'ai envie de dire logique, mais en même temps, est-ce que n'importe quel parti va te dire ça ? Mais voilà, donc c'est pas vraiment devenir le politique, mais c'est plus participer à l'élaboration des politiques par le biais d'élus, de contact avec les élus en place. Donc les élus écologistes, en l'occurrence, en place. Donc première étape à 12 ans, manque de satisfaction. Deuxième étape à 25 plus ou moins, pareil, manque de satisfaction. Est-ce que enfin, le fait d'être militant, tu trouves une certaine satisfaction aujourd'hui et tu peux enfin donner des réponses ou pas ? Alors, il y a un mois, je t'aurais dit oui. Aujourd'hui, je vais te dire non. Ou alors, point de suspension. Alors, il y a un mois, je t'aurais dit oui. Parce que j'ai rencontré, je pense, les plus belles personnes de toute ma vie dans ce cadre-là. Et je continue aujourd'hui à rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, je suis assez enthousiasmée et surprise de me dire, en fait, mes homologues, ils sont là. Ma tribu, elle est là. Donc ça, c'est assez satisfaisant, étonnant, et ça me porte un peu. Et je me suis dit, mais avec toutes ces personnes qui pensent comme moi, même s'il y a des petites divergences à la marge, mais globalement, tous ensemble, là, forcément, cette masse, on va y arriver. Et puis, au fil du temps, au fil des actions menées, on se rend compte que on n'arrive pas à mobiliser. On n'arrive pas à mobiliser dans nos actions, on n'arrive pas à mobiliser les citoyens dans nos actions, on n'arrive pas à mobiliser les citoyens pour voter pour nous. Et ça pose question. Ça pose question. L'autre chose qui me fait un peu, pas désespérer, mais presque, c'est que les personnes que je rencontre sont magnifiques. Malgré tout, elles ne sont pas dupes du fait qu'on n'y arrivera pas. Pas qu'on n'y arrivera pas politiquement, parce que pour moi c'est possible, mais qu'on n'y arrivera pas techniquement. Enfin, je veux dire, là c'est trop tard, quoi. Voilà.
Et en parlant avec des personnes un peu plus haut placées dans le parti, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de personnes désabusées, beaucoup de personnes hyper positives aussi, malgré tout, mais qui se disent de toute façon, les gens n'ont pas envie de changer leur mode de vie, ils comprennent pas. Ou alors ils comprennent, mais ils oublient le lendemain parce qu'ils veulent pas voir. Les points de suspension, c'est que j'attends de voir. Là, en fait, entre-temps, il y a eu Sainte-Soline, la manifestation, la dernière manifestation en date contre les méga-bassines. On m'a proposé d'y aller, j'y suis allée. Je suis restée en retrait avec des élus. Voilà. Je pensais être en sécurité. Et il s'avère que je l'ai pas forcément été. Les élus ne l'ont pas été non plus, malgré tout ce qu'on peut dire dans les médias. Voilà, j'y étais, je sais ce que j'ai vu. Et les mensonges proférés par le gouvernement depuis un mois, l'attaque par des personnes comme moi, je suis quand même commissionnée, assermentée, j'aime mon pays, j'aime l'État, voilà. La nation, c'est une notion importante. Je veux dire, je ne suis pas terroriste. Je ne suis pas terroriste. Et donc là c'est quelque chose d'assez douloureux, voilà, d'assez douloureux et qui me fait dire, point de suspension. Est-ce que cette situation dramatique là, de communication, hein, est-ce que ça va permettre aux citoyens de se rendre compte de ce qui se passe réellement et de la façon dont on traite l'écologie et les écologistes? Je veux dire, dans d'autres pays, il y a déjà eu des assassinats multiples d'écologistes. Là, en France, on est en train d'attaquer physiquement les écologistes ou des journalistes qui dénoncent la langue de bois, voilà, des politiques, voilà. Et le gouvernement encourage ça. Et jusqu'où on va aller? Est-ce que on va aller vers une prise de conscience généralisée et une révolte et un vote massif pour des personnes qui mettent de l'écologie dans tous les domaines de la vie? Donc Europe Écologie Les Verts. Désolée, hein, je suis là aussi en tant que militante écologiste, donc je prêche pour le parti aussi. Et, ou alors est-ce qu'au contraire, ça y est, on a perdu, ça y est, les médias, on sait clairement qu'ils mentent. Moi, je le savais avant. Là, je me rends compte que c'est pire que ce que j'imaginais. Est-ce que ça y est? Est-ce qu'on a perdu? Est-ce que c'est fini? Est-ce que le citoyen lambda, est-ce que mon voisin de palier, est-ce que lui, il va se contenter de regarder la télé et de croire ce qu'on lui dit à la télé et on pourra dire, nous, tout ce qu'on veut à partir du moment où on est traité comme des éco-terroristes et enfermés, réduits au silence, tabassés, gazés, alors qu'on était... voilà, moi j'étais là, encore une fois, je le redis, hein, très loin du front, on va dire. Et pourtant, j'ai vu des choses vraiment perturbantes pour un pays démocratique. Voilà, donc là, les points de suspension, c'est... Là, on est à un moment de basculement pour moi, mais de quel côté ça va basculer? Ça, j'en sais rien. Et c'est ça qui commence, pour la première fois vraiment, à faire naître de la peur et plus de l'anxiété comme j'avais eu à 12 ans. Voilà, je crois que j'ai répondu dans tous les aspects. Il y a de plus en plus de médias comme par exemple Blast via YouTube qui essayent ou même sur LinkedIn aussi, il y a beaucoup de journalistes qui prennent de plus en plus la parole pour ressortir un peu des médias de la télévision qu'on connaît aujourd'hui, qui eux ont beaucoup pris la défense de ce qui des écologistes avec ce qui s'est passé à Sainte-Soline et qui ont beaucoup critiqué la partie terroriste intellectuelle, parce que c'est comme ça qu'ils ont nommé les écologistes. Est-ce que tu penses quand même que vous avez certains alliés
qui vont aussi pouvoir montrer la deuxième facette de ce qui s'est passé et donc derrière ouvrir les yeux aux citoyens. Alors je connais Blast, je connais d'autres médias aussi. Sur YouTube, j'aime bien partager, c'est sympa. Et d'ailleurs, c'est un peu grâce à lui et grâce à la vidéaste qu'il a missionné sur la manifestation qu'on a pu avoir des images. Il me semble, je ne suis pas certaine, mais je crois que c'est sa vidéo et son drone qui a permis de montrer vraiment la violence des attaques. En tout cas, dans la première vidéo qu'il a sortie suite à la manifestation, j'ai vraiment reconnu l'ambiance. C'était très, très réaliste. Donc ça fait du bien parce qu'on se dit la vérité peut être démontrée. Donc ces médias-là sont hyper importants. Pour moi, c'est fondamental et c'est fondamental de les faire connaître. Après, là où j'ai été assez choquée, c'est que je pense pas qu'on ait de médias qui vont vraiment nous aider, des grands médias. Les médias mainstream que j'ai vus sur YouTube. Notamment, ils ont publié une preuve du fait que le commandement de la gendarmerie sur place avait empêché la venue des secours, mais ils ont publié une preuve partielle. C'est-à-dire qu'ils ont pris un enregistrement audio et ils l'ont coupé de façon à ce qu'on puisse se dire « Ah mais non, mais en fait, il y avait un problème de sécurité, on ne pouvait pas faire venir le SAMU. » Donc c'était partiel et donc partial. Ça m'a choquée. En fait, non, on ne peut pas leur faire confiance non plus là-dessus. Donc je ne sais pas si depuis, ils ont fait quelque chose, mais ce que j'ai pu voir aussi dans d'autres grands médias, c'est qu'il a fallu que nous, collectivement, on montre, regardez, on a des vidéos. On a la preuve donc que ce que dit le gouvernement est faux. Le gouvernement disait encore un autre mensonge juste après. Non, regardez, on a un audio. Enfin, écoutez, on a un audio. Non, regardez, on a une photo. Et à chaque fois, c'était une bataille juste pour prouver que 30 000 personnes n'avaient pas menti. Et donc pour moi, un vrai journaliste, un vrai travail journalistique aurait interrogé vraiment les personnes, aurait recoupé des personnes d'horizons différents, présentes sur place à la manifestation, présentes dans les diverses infirmeries qui avaient lieu. Il y avait 3 infirmeries différentes en arrière-plan. Aurait interrogé les élus de différents bords. Il n'y avait pas que des élus écologistes. Il y avait des élus d'autres partis. Il y avait la Confédération paysanne. Il y avait beaucoup d'organisations. Donc un vrai travail de journaliste aurait été d'aller interviewer toutes ces personnes et de voir que les discours étaient les mêmes. On ne s'est pas tous parlé à 30 000 personnes à se mettre d'accord sur une version unique. C'est pas possible. Donc en réalité... ils disent juste ce que le gouvernement a envie qu'ils disent. Point final. Donc je ne pense pas que ça puisse être des alliés. Pour moi, les seuls alliés qu'on peut avoir, ce sont effectivement les journalistes alternatifs, qui sont en train d'émerger maintenant et qui souvent découvrent en même temps que leur expérience de journaliste grandit. Ils découvrent en même temps le fonctionnement écologique, et l'historique aussi de ce qui a été tenté. Bon, là, je parle plus de partager, c'est sympa, parce que j'ai pu observer ça chez lui. En faisant ses enquêtes, il découvre, il prend conscience, et donc il fait prendre conscience aussi des mécanismes scientifiques, techniques et politiques aussi. Voilà, pour moi, nos alliés, c'est eux. Mais il faut en avoir plusieurs. Il faut Blast, il faut regarder aussi au niveau politique ce qu'il y a derrière. Il faut rester. Il faut pas en prendre qu'un, comme pour tout. Il faut aller se faire son opinion.
Pour finir, je vais te poser la dernière question. Qu'est-ce que l'écologie pour toi? Alors le premier mot qui me vient, c'est que c'est une science, parce que moi je suis scientifique à la base. C'est rigolo. Alors pour moi c'est une science. Plus tu l'étudies, plus tu te rends compte que c'est à la fois un mode de vie, une spiritualité naissante. En fait, dans le fonctionnement, on comprend tout de la vie. Enfin, moi, je le vis comme ça. C'est pour ça que j'ai du mal à dissocier les aspects scientifiques et poétiques. Comprendre au niveau cellulaire certains fonctionnements, c'est une poésie. Enfin, c'est presque de la magie, en fait. C'est juste magnifique. C'est de l'émerveillement. Et c'est de l'émerveillement aussi en voyant un paysage. Tu vois, au niveau macro, tu vois un paysage. Même au niveau géologique, tu vois, tu commences à étudier le cœur de la Terre. Enfin, tu vois, Voilà, l'écologie, pour moi, c'est ça. C'est une vérité scientifique qui t'amène à découvrir le sens de la vie. C'est beau, hein? Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Oh. Je le vis comme ça. Et pour finir, même sur les relations sociales, parce que j'oublie pas, c'est vrai que, comme j'ai dit, je me suis souvent sentie seule dans mes prises de conscience. Même dans le lien aux autres, j'ai très conscience d'être un animal. Et donc, quand je comprends pas quelque chose dans mes interactions avec les autres, souvent, je trouve un modèle chez les animaux, un modèle de société chez les animaux, ou un modèle même de famille ou de couple, entre guillemets, et qui me permet de comprendre ce que je vis, ce que les autres vivent, et où sont les problèmes. Et Peut-être quand t'as pas de réponse via l'humain, tu vas en trouver via l'animal ou la nature en règle générale. Complètement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? On pourrait parler des heures. La seule chose que je voudrais rajouter, qui me tient vraiment à cœur, c'est que j'ai rencontré énormément de personnes de différents milieux, de différents âges, qui vivent très mal la situation actuelle. Toutes les personnes que j'ai rencontrées qui se trouvent dans une situation un peu de désarroi vis-à-vis de ce qu'on voit aujourd'hui, souvent se disent mais ça sert à rien, ce que je fais ça sert à rien, mes petites actions du quotidien ça sert à rien, ou mon métier ne sert à rien. Et en réalité, même si je suis pessimiste sur ce qu'on peut effectivement faire, tant que les grandes entreprises, la politique, tout ce qu'on sait, tant que tout le monde ne travaillera pas ensemble et tout, ça ne sera pas possible. Mais en tout cas, on est quand même forcé d'agir pour notre santé mentale. Voilà. Je me rends compte personnellement que j'ai vraiment des moments de très down. Je me dis, mais tout ce que je fais, ça sert à rien, en fait. Il se passe rien. C'est terrible. Je me débat et il se passe rien. Et en réalité, je reviens toujours à l'action. Et je reviens toujours à quelque chose de positif. Et je reviens toujours à plus de dynamisme. Et à retourner vers les autres pour remettre le travail en route. Parce qu'en fait, si on n'agit pas, de toute façon, on va devenir fou. Donc, voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est pour ceux qui écoutent, arrêtez de vous poser la question, est-ce que ça sert, est-ce que ça sert pas? Essayez d'agir comme vous pouvez, parce que de toute façon, si vous n'agissez pas, vous allez avoir des moments down trop forts, et vous allez revenir à l'action de toute façon après. Donc, autant s'éviter les moments down. Il y en a d'autres qui les ont pour vous. Allons-y dans l'action autant qu'on peut, autant qu'on en a la force,
Et voilà, faut agir, parler, pas se décourager. Voilà, moi je suis découragée, mais en même temps pas découragée, pleine d'enthousiasme. C'est particulier, mais... Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et au moins, tant qu'on agit, on limite un peu les dégâts. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.